Quand tu vois un défi faire grossir une chaîne YouTube avec l'IA, la stratégie c'est toujours la même. Farmer une énorme quantité de contenu de basse qualité et essentiellement croiser les doigts pour que ça passe. Ce n'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Salut tout le monde, moi c'est Ryan. Stan vient de m'engager pour l'aider à créer du contenu sur IA Mania. Je te laisse lire la description pour en savoir un peu plus sur qui je suis. Créer du contenu sur internet, ça présente d'énormes barrières à l'entrée. Il te faut non seulement des connaissances sur le sujet dont tu décides de parler, mais aussi des compétences en filmographie, en son, en montage, en présentation et bien sûr en persuasion pour être sûr que les gens regardent le contenu que tu vas créer. C'est pour ça qu'aujourd'hui certains créateurs montent de vrais empires des médias avec un employé spécialisé dans chaque domaine. Mais la grande révolution de l'année 2023, et si t'es sur cette chaîne, tu sais de quoi je vais parler, c'est l'intelligence artificielle. La promesse, c'est que l'intelligence artificielle détruit toutes les barrières à l'entrée qu'on vient d'énumérer. Mais il y a un problème. Dans son état actuel, l'IA est loin d'être parfaite. Alors, est-ce que c'est possible de faire du contenu 100% IA que les gens vont regarder? Spoiler, oui, mais ça demande beaucoup plus d'efforts que ce que la majorité des gens sont prêts à mettre. Dans cette vidéo, tu vas voir que j'ai fait plus d'1 million de vues en 14 jours sur une plateforme plutôt improbable. Si tu veux faire la même chose chez toi, j'ai mis en place ce game plan que tu peux suivre. L'étape 1, créer une stratégie de croissance ultra délibérée avec nos connaissances de persuasion. Étape 2, réduire l'intervention humaine au maximum en utilisant toutes les IA qu'on a à disposition. Étape 3, poster notre contenu et prouver qu'on sait de quoi on parle. Alors pause la vidéo ici, fais-toi un petit thé et prépare-toi pour une courte masterclass sur le marketing des réseaux sociaux soutenue par la puissance de l'intelligence artificielle. La première partie de l'équation, c'est qu'on va baser le contenu qu'on crée sur des leviers psychologiques connus. Pour cela, on va s'appuyer sur les biais cognitifs. Pour comprendre facilement ce que c'est un biais cognitif, on peut les définir comme suit. Les biais cognitifs sont des particularités de l'esprit humain qui font que nous ne sommes pas tout à fait rationnels dans nos décisions. La liste des biais cognitifs qu'on peut employer est très longue. Mais il y en a un qui est universellement reconnu, qui est très simple à utiliser et qui a fait ses preuves par-delà les époques et les contextes. Si le nom de ce biais ne te vient pas naturellement, regarde les 2 clips qui suivent et observe attentivement l'émotion qu'il suscite en toi. 6 people are dead after a plane that came from Las Vegas crashed in California this morning. L'avion décolle sans problème, destination Strasbourg. Il n'arrive pas à destination. Et aujourd'hui encore, l'avion AF737 d'Air France est arrivé à destination à l'heure prévue. Nous remercions l'aéroport de nous avoir informés de cette excellente nouvelle et nous vous remettons l'antenne. À vous les studios. Si tu es comme 100% de la population humaine, le premier clip est celui qui a causé le plus grand impact émotionnel en toi. Et la raison est simple. Au-delà du fait que c'est un événement exceptionnel, il tire parti du biais de négativité. Le biais de négativité, c'est le phénomène qui fait que les individus sont davantage marqués par les informations négatives que par les informations positives. En d'autres termes, un seul crash d'avion te marquera beaucoup plus profondément que 1000 avions qui ont atterri sains et saufs en temps et en heure à la destination prévue. Un exemple beaucoup moins extrême qui illustre la puissance du biais de négativité, c'est celui-ci. Pourquoi a-t-on l'impression que les trains sont tout le temps en retard ? La réponse est simple, c'est parce que personne à table ne te parle du train qui est arrivé à l'heure. Et ça, les journaux l'ont bien compris. En moyenne, chaque bonne nouvelle est accompagnée de 17 mauvaises nouvelles. Le biais de négativité, il prend ses racines dans des mécanismes ancestraux qui nous ont été imposés par l'évolution. Imagine maintenant que tu es un homme préhistorique qui se prépare à dresser son camp dans une forêt le soir. Soudainement, tu entends un bruit dans les feuillages. Ça pourrait être un simple chevreuil, mais ça pourrait aussi être un ours affamé qui cherche un repas. Que ferais-tu dans cette situation ? La réponse logique, c'est d'assumer le pire et partir. Grâce au biais de négativité, notre homme préhistorique ne passera pas le dernier soir de sa vie dans cette forêt. Et aujourd'hui, dans un monde où nos technologies ont évolué exponentiellement plus vite que notre biologie, ce biais est plus pertinent que jamais. Si les sources d'informations les plus respectables qui bénéficient de la plus grande confiance des consommateurs s'en servent, il n'y a pas de raison que nous on s'en prive. Ok, petit disclaimer, on aurait pu choisir n'importe quel biais cognitif ou combinaison de biais pour atteindre notre objectif. Comme j'aime dire, à chaque objectif son biais. Pour nous qui voulons maximiser le nombre de vues en un minimum de temps, le biais de négativité semble être le plus à propos. Et si notre but c'était par exemple de construire une communauté ultra fidèle, ce ne serait probablement pas le biais qu'on aurait employé. Ok, maintenant qu'on a identifié le levier psychologique sur lequel on va capitaliser, il ne nous reste plus qu'à choisir une niche, de préférence populaire et peu compétitive. Ici, on va utiliser l'IA pour la première fois en combinant les résultats de GPT-4 et Bing AI avec ce simple prompt. Quasiment toutes les niches proposées par l'IA sont viables et trouveront probablement leur audience tant que les 2 autres parties de l'équation réseau sont respectées. C'est important de choisir une niche avec laquelle on a une certaine affinité et un certain niveau de connaissance préexistant. Mais encore une fois, par souci de rapidité, on va choisir la niche la plus optimale pour notre expérience, c'est-à-dire les controverses d'influenceurs.
Et tu vas me dire, mais Ryan, cette niche est ultra compétitive. Il y a déjà des dizaines de créateurs mastodontes qui l'occupent. Et c'est vrai pour les vidéos longues, mais pas pour les shorts. Et encore moins sur le YouTube francophone. Je confirme mon hypothèse assez facilement avec quelques recherches sur Bing AI. La raison pour laquelle cette niche est optimale, au-delà du fait qu'elle est populaire et peu compétitive sur les shorts, c'est qu'elle va nous permettre d'activer d'autres leviers d'influence psychologique. Et ces leviers d'influence viendront augmenter la puissance de notre biais de négativité. On va pouvoir utiliser le détournement d'autorité, c'est-à-dire en utilisant le nom de personnes connues, on s'approprie leur popularité. On va pouvoir utiliser l'effet de voyeurisme, qui est basé sur un trait purement humain de curiosité et d'envie de savoir ce qui se passe dans l'envers des décors. On va utiliser le Schadenfreude, est-ce que je le prononce bien, qui est un mot allemand qui explique le plaisir qu'on ressent quand on voit les puissants tomber. Bien fait pour Eucher. Et enfin, la méta. Parler de YouTube, sur YouTube, ça a toujours fonctionné. La preuve, c'est que tu regardes cette vidéo en ce moment même. Et voilà comment on met en place un cocktail psychologique surpuissant pour maximiser nos chances de garder en haleine nos spectateurs. Mais ce n'est que le début. Stephen King est un auteur qui a vendu plus de 400 millions d'exemplaires de ses livres. Dans ses mémoires, il explique que son secret, c'est que quand il écrit, il ne pense qu'à sa femme. Chaque ligne, chaque développement, chaque retournement de situation, il ne se demande qu'une chose: est-ce que ça va lui plaire? Ce qui est paradoxal, comment est-ce que c'est possible de toucher un large panel d'individus alors que tu ne t'adresses qu'à l'un d'eux? La solution à ce problème en marketing, ça s'appelle l'avatar. Un avatar représente notre client idéal. Et on fait l'hypothèse que tous les autres clients auront un profil plus ou moins similaire. Généralement, construire un avatar, c'est l'étape la plus cruciale d'un plan marketing et ça peut prendre des semaines. Il faut sonder tes clients, se mettre à leur place et essayer de rentrer dans tous les moindres recoins de leur psyché. GPT-4 est entraîné sur un large panel de données qui comprend notamment des informations sur le comportement des consommateurs. Sachant que notre niche, c'est les controverses d'influenceurs, il me suffit de demander à GPT-4 qui sont les personnes qui seraient les plus intéressées par ce contenu et j'obtiens instantanément les 4 profils qui s'affichent à l'écran. Comme tu peux voir, ces profils sont super détaillés, je te laisse les lire, et ils nous donnent des informations sur les activités quotidiennes de notre client idéal. Si on avait fait ce processus de manière traditionnelle, ça nous aurait pris des semaines. C'est normal de penser que ces avatars sont pas parfaits, mais pourtant, sans spoiler la suite, quand la chaîne a commencé à avoir de l'attraction, j'ai fait un petit sondage, et il s'avère que la ressemblance entre la réalité et la théorie est frappante. Ok, donc maintenant qu'on sait de quoi on va parler et à qui on va parler, il est temps de créer le contenu. Donc pour le script, j'utilise tout simplement Bing AI qui me permet de référencer toutes les controverses d'influenceurs et d'en tirer des articles connexes. Si vous ne le saviez pas, depuis quelques mois, GPT-4 peut lire des articles web. Vous savez que j'ai même pas besoin de les lire ces articles parce que j'obtiens un résumé complet et ça me fait gagner un temps considérable. Au début, j'écris moi-même les scripts avec mes compétences de copywriting, c'est-à-dire l'écriture persuasive. J'ai conclu que mon client idéal a dans les 15 ans, ça veut dire que son temps d'attention est très bas. Mais c'est un avantage pour moi parce que la solution à ce problème, c'est tout simplement de faire une rédaction ultra sensationnelle. Je vais aussi me servir d'un éditeur de texte comme Hemingway qui va me permettre de contrôler le niveau de langue que j'utilise et être sûr que tous les mots que j'emploie sont compris facilement par mon audience cible. Bon, bien sûr, si je voulais t'exposer tous les principes de copywriting que j'utilise, ça me prendrait de multiples vidéos. Mais si t'es le genre de personne qui veut en savoir plus, tu peux aller sur marketingmania.fr/produit, le lien est en description. Pour simplifier, je garde toujours mon avatar en tête et je me demande si chaque ligne, chaque enchaînement d'actions est susceptible de créer une émotion en lui. Une fois que j'ai une banque suffisante de scripts, il me suffit de les donner à GPT-4 et de lui dire de m'imiter. Bien sûr, le résultat n'est pas parfait, mais ça va me permettre de gagner encore un petit peu plus de temps. Et enfin, j'utilise aussi GPT-4 pour me suggérer des titres et des descriptions, même si je vais rarement les utiliser, généralement c'est de l'inspiration gratuite. Il va me proposer une centaine de titres et puis il y a bien une combinaison de mots que moi en tant qu'humain je vais pouvoir choisir pour créer le titre parfait. Ok, pour la présentation, puisque je ne peux pas utiliser ma propre voix, je vais juste en créer une de toute pièce. Pour ça, j'utilise un outil qui s'appelle Eleven Labs, qui est une IA générative de voix. Donc je vais essayer de créer une voix qui est jeune et féminine. Ce choix est motivé par la connaissance de mon avatar qui est principalement un jeune adolescent gamer qui sera probablement plus réceptif à une voix de cette nature. Pour créer des voix en français, j'utilise Eleven Labs Multilingue qui est encore dans sa phase bêta. Ce qui fait que la voix que j'ai créée a un léger accent québécois. Bien le bonjour audience de IA Mania. N'oubliez pas de vous abonner, nom d'un caribou. J'aurais pu facilement rectifier ça, mais je me dis que ça rajoute une petite touche de différenciation, ce qui pourrait potentiellement être bon pour notre temps de visionnage. Et visiblement, ça a fait mouche. La voix avec l'accent est un... Tout ce qu'elle dit est vrai. La voix qui fait bien avec les paroles. L'accent. Et même si t'en as toujours un pour me dire que la voix est cringe, La voix, elle est cringe. j'ai eu un commentaire, donc c'est moi qui ai gagné. Pour la vidéo, je me sers de Kyber AI, dont on reparlera ensemble plus tard, plus en détail. Ce que tu dois savoir, c'est que Kyber AI se base sur le protocole Stable Diffusion pour générer plusieurs images à la seconde à partir d'un prompt. Donc tu crées une vidéo. Ce qui nous arrange, parce que Stable Diffusion, ça demande une machine de guerre pour le faire tourner, pour générer des images et encore plus pour des vidéos. Comme Kyber est basé sur le cloud, n'importe qui avec une connexion internet peut générer des vidéos
à partir d'un prompt. Kyber a d'autres fonctionnalités comme la transformation de vidéo. Encore une fois, on aura le temps de revoir ça ensemble plus en détail plus tard. Le moment venu, je mettrai un lien en description. Donc ce qui est cool, c'est qu'à partir d'un prompt, tu peux obtenir une vidéo. Donc tu peux t'amuser. Si tu veux faire apparaître des Pikachu dans une église, tu peux. Si tu veux montrer une famille de démons, tu peux. Il faut arrêter de représenter les gens en diable. Si tu veux montrer Vladimir Poutine en cyborg, tu peux. Wesh y'a Poutine GPT. La seule limite, c'est ton imagination. Le prompting dans Kyber, c'est plutôt simple. Les presets stylistiques qui sont offerts sont amplement suffisants. Moi, personnellement, j'utilise toujours le même. Une seule chose à retenir, c'est que demander trop d'éléments en même temps fait que l'IA a l'air de s'y perdre. Donc, je vous encourage à jouer avec pour découvrir ce qui fonctionne pour vous ou pas. Donc, pour chaque 1 à 2 phrases du script, je génère une vidéo. Je les assemble ensuite au montage de manière très simple. J'ai juste à coller les vidéos entre elles. Et enfin, je génère des sous-titres. La plupart des logiciels de montage aujourd'hui possèdent une fonction générer des sous-titres avec l'IA, ce qui nous aide beaucoup, ça nous fait économiser du temps. Et même si c'est pas parfait, tout ce que j'ai à faire c'est repasser sur les sous-titres générés et corriger quelques fautes. Enfin, il faut que je choisisse une musique de fond, et pour ça je vais tout simplement me référer à mon avatar et espionner les trends de musique par âge. J'utilise aussi Bing AI qui va pas mal m'aider. Ça fait trop peur l'effet comme ça et la musique. Dernière chose, comme on met peu d'efforts initial pour créer une vidéo, on peut utiliser le temps gagné pour réaliser certains tests sur notre contenu et l'optimiser au maximum. On a beau avoir peint le plus beau tableau théorique du monde, en marketing, il n'y a qu'en se confrontant au terrain qu'on obtient des résultats sûrs. Donc je vais tester un max de variables jusqu'à obtenir un résultat que je considère optimal. Statistiquement, c'est clairement mieux d'avoir des plus gros chiffres, mais quand tu as une petite chaîne, tu peux te dire que l'algorithme de YouTube te niche tellement que les gens qui regardent tes vidéos au début représentent le mieux ton client cible. Donc même si nos chiffres sont pas très grands, on peut considérer qu'ils sont de qualité et ça va suffire pour l'exercice qu'on est en train de faire ici. Donc j'ai testé les polices, les tailles, le volume, la musique, le débit de parole, les couleurs utilisées et bien sûr le plus important, les accroches de chaque vidéo et les titres. Comme tout est généré par IA, on a vraiment très peu d'efforts à mettre pour créer le contenu initial, donc autant se servir de cette force pour faire le contenu le plus optimisé pour nos spectateurs. Le résultat final, si tu n'avais pas remarqué, il est là depuis le début, mais je vais quand même te mettre un extrait. Il prétend que l'homme affamé pourra l'utiliser pour se nettoyer les dents. L'affaire enflamme Internet. 125 000 personnes signent une pétition demandant la suppression de sa chaîne. Ok, maintenant il me suffit juste de créer un maximum de vidéos comme celle-ci et de les poster sur toutes les grandes plateformes. Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok et bien sûr YouTube. Mais très vite, je me heurte à des problèmes. Sur Facebook et Instagram, les vidéos sont complètement ignorées. Peu importe les changements que je fais, rien n'y fait. J'ai écrit au service client et ils m'ignorent totalement. Aucune réponse de leur part. Sur TikTok, c'est un peu mieux mais pas top. Aucune vidéo ne dépasse les 200 vues. C'est un peu décourageant. Je commence à me demander si tout ce qu'on a fait n'a pas servi à rien. Sur YouTube, quelques vidéos prennent bien, mais tous les commentaires que je reçois au début sont pour me dire à quel point ils exècrent le contenu IA. Par contre, sur Snapchat, au bout du 4e jour, 3 des 6 vidéos que j'ai postées ont pas mal pris pour atteindre 20 000 vues combinées et 300 abonnés. C'est là que je prends la décision d'abandonner tout ce que je fais pour optimiser mon contenu au maximum pour la plateforme. Si tu ne le savais pas encore, Snapchat c'est la plateforme qui rémunère le mieux ses créateurs. T'as des mastodontes de YouTube comme David Dobrik qui quittent la plateforme du jour au lendemain pour se lancer sur Snapchat. David Dobrik justement expliquait dans une interview que sur YouTube, il pouvait atteindre dans les 300 000 euros par mois, ce qui est assez gigantesque. Mais sur Snapchat, il déclare gagner plus de 3 millions d'euros par mois en postant des stories. Et des histoires comme ça, t'en as tous les jours. Des jeunes de 19 ans qui deviennent millionnaires du jour au lendemain parce qu'ils ont posté un mème. Il y a une super vidéo de Tejas Oulour qui enquête et fait un récapitulatif de l'affaire que je te conseille vivement de regarder. En gros, chaque jour, Snapchat met à disposition 1 million d'euros que les 100 vidéos les plus vues de la journée peuvent se partager. Donc ouais, je vais clairement me concentrer sur Snapchat. Le premier truc que je fais, c'est sonder mon audience. Qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils aiment? Et j'ai été surpris de voir qu'un plutôt grand nombre était ok de participer. Même si certains m'ont demandé des compensations. Ou que ça donnait parfois lieu à des conversations intéressante. Mais ma plus grosse surprise, c'est que les profils auxquels je parle correspondent quasiment exactement aux avatars que GPT-4 nous a donnés. Donc en fait, même si c'est bien de le faire, ce sondage ne m'a pas appris grand chose. Mais grosse bonne surprise de la part de GPT-4 sur la génération d'avatars et un use case intéressant pour tous ceux qui veulent commencer un business et n'ont pas encore de données clients sur lesquelles s'appuyer. Une autre question qu'on peut se poser, c'est pourquoi le contenu fonctionne aussi bien sur Snapchat et quasiment pas sur les autres plateformes. Et pour répondre à cette question, on peut se servir de l'analogie bien connue en marketing du camion de glace. Imagine ça, tu possèdes un business de vente de glace mobile. Où vas-tu placer ton camion? Bonne réponse, à la plage, là où les gens ont a priori envie d'une glace. C'est le concept le plus important en matière de promotion. Place-toi là où ton client idéal se trouve déjà. Si t'es placé en haut d'une piste de ski, personne n'aura envie d'acheter ton produit et ce serait complètement futile d'essayer de les convaincre. Maintenant, tu comprends mieux le titre de ce chapitre. Être au bon endroit,
au bon moment. Sur Facebook et Instagram, l'âge moyen d'un utilisateur est beaucoup plus élevé que l'âge moyen de notre cible. Donc tout le monde s'en fiche de nos dramas de youtubeurs. Sur YouTube, l'âge baisse un peu, mais l'utilisateur moyen est exposé à un énorme flot de contenu généré par l'intelligence artificielle. Ce qui crée en lui une certaine défiance envers le contenu IA. À voir si ce problème ne pourra pas être contourné à l'avenir quand l'IA s'améliorera. N'oublie pas qu'elle ne sera jamais aussi mauvaise qu'aujourd'hui. Sur TikTok, j'ai été surpris de voir que le contenu n'a pas plus pris que ça, mais ça pourrait s'expliquer par les récents changements de l'algorithme qui nécessitent que tu postes plus avant d'être reconnu comme un créateur sur la plateforme. Par contre, Snapchat, c'est le paradis pour nous. Ils ont l'âge moyen d'utilisateur le plus faible de toutes les plateformes. D'après leur report annuel, leur audience cible se trouve entre 13 et 24 ans. Et près de 94% des 13 à 24 ans en France se trouvent sur Snapchat. De plus, les utilisateurs de Snapchat sont très peu exposés au contenu et à la trend générale de l'intelligence artificielle. Donc quand ils voient mes vidéos, pour eux c'est neuf, c'est frais. Tu peux le voir facilement parce que tous les commentaires que je reçois sur Snapchat font référence directement au contenu et pas à l'utilisation de l'IA comme sur YouTube. Alors on peut faire l'argument que la valeur ajoutée intellectuelle de ce qu'on fait est faible puisqu'on ne s'adresse qu'à des enfants, mais pour être honnête, la génération future, c'est eux. Même si les vieux comme nous seront invariablement biaisés par le contenu IA, la démographie la plus présente sur les réseaux sociaux, ce n'est pas nous. Ce qui fait le plus de vues sur YouTube, c'est le contenu pour enfants de toute façon. Donc il y a clairement un énorme marché avec un besoin clair qui aujourd'hui n'est pas entièrement répondu. Donc gros business à faire. Ok pour l'interlude, on revient à Snapchat, j'étais très content des résultats du sondage, ça m'a permis de peaufiner mes vidéos encore plus, et pourquoi pas si on s'en sort bien, faire quelques millions d'euros. Mais à ce moment-là, j'ai eu droit à une énorme barrière et presque une désillusion. Non Jeff, je ne suis pas en retard, toutes mes vidéos se font rejeter par Snapchat. J'étais dans l'incompréhension totale. Comme tu peux le voir, j'ai essayé de faire plusieurs vidéos, mais rien n'y faisait. Et le support client jouait totalement la langue de bois avec moi. J'envoie un premier mail, un certain Graham me répond en évitant ma question. J'envoie un autre email, et cette fois je reçois une réponse de Zane qui tourne encore plus autour du pot. Donc, je demande à mes abonnés ce qu'ils en pensent. Et le sentiment général, c'est que les vidéos sont peut-être trop controversées pour l'algorithme politiquement correct de Snapchat. Du coup, je change de stratégie pour montrer à Snapchat que je suis de leur côté, et je fais 2 vidéos gentilles sur l'ascension de personnalités que tu connais bien, Mr V et Booba. Et là, enfin, elles sont acceptées. Elles font un nombre considérable de vues, autour des 70 000, ce qui est vraiment pas mal. Mais bon, j'approche quasiment de la fin du challenge et j'ai pas grand chose à montrer puisque j'ai passé 4 jours à essayer de comprendre pourquoi mes vidéos se faisaient rejeter. Une des vidéos que je poste vers la fin, c'est une histoire d'une famille de YouTube qui a escroqué des gens pour se faire des sous, un truc classique de controverse d'influenceurs. Mais je remarque un truc plutôt étrange. Même si cette vidéo ne fait pas beaucoup de vues, elle ne reçoit pratiquement que ce commentaire. Alors je n'ai aucune idée de qui sont Swan et Neo, mais quelques recherches me montrent que ce sont des top youtubeurs de YouTube Kids et que leurs parents ont été récemment impliqués dans une énorme controverse. Alors je cours à mon bureau et je ponds une vidéo en 2 heures que je poste immédiatement. Et là, la vidéo s'enflamme. Les commentaires se déchaînent, tous leurs fans qui sont exactement notre avatar viennent soit les défendre, soit les attaquer. Je me fais insulter, complimenter, ça n'en finit plus. La vidéo fait près de 200 000 vues en une journée et au moment où tu regardes cette vidéo, elle est probablement autour des 300. Grâce à ce dernier short, les gens découvrent la chaîne et toutes les vidéos de la chaîne prennent en grade. Et au moment où je tourne cette vidéo, on a atteint 1 203 694 vues et 3 946 abonnés. Alors fais de ça la dernière leçon que tu tireras de ce moment qu'on a passé ensemble. Crée du contenu que ton audience veut voir, IA ou pas. Sur la dernière vidéo, les commentaires me réclament une vidéo sur Studio Bubble Tea. Encore une fois, j'ai aucune idée de qui sont ces gens, mais le client est roi. Ok, j'espère que cette vidéo a pu te donner un exemple de marche à suivre. Pour l'instant, Snapchat ne m'a pas payé, donc pas de lambeau, mais les résultats sont très prometteurs. Et s'il y a du nouveau, je ferai probablement un update. Alors, est-ce que c'est la seule équation de croissance réseau qu'on aurait pu utiliser? Non. Il y en a une infinité d'autres, plus ou moins complexes, qui fonctionneraient tout aussi bien. Alors, est-ce que ça compte comme une win? Si oui, mets un petit pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Et si tu veux avoir toutes les actus de l'IA avant la compétition, alors inscris-toi à la newsletter IA Mania. 3 fois par semaine, Kevin, notre boss final du copywriting, t'enverra un email qui recap toutes les actus et les idées de business IA avant qu'elles ne soient saturées. Quant à moi, je vous remercie pour le temps qu'on a passé ensemble. Peace.